Je me représente, donc oui, Louise Nicourt, ingénieure agro-œnologue de formation et donc chargée de la transition agroécologique des vignobles à Svigny. Donc on a 2000 hectares de vignobles et moi mon but c'est d'essayer de faire en sorte qu'on améliore nos pratiques vis-à-vis de la limitation des intrants et aussi de l'adaptation au changement climatique. Donc moi, à l'opposé un peu de toutes les présentations qu'on a eues aujourd'hui, ça va pas être une communication de recherche académique parce que c'est pas mon métier et que chez Advini on n'a pas de département R&D, donc ceux qui expérimentent c'est nos directeurs, nos responsables techniques directement sur le terrain avec nos moyens du bord, donc, mais on essaie quand même d'expérimenter et nous aussi on s'intéresse au microbiote. Et donc là je vais essayer de vous parler un peu microbiote du sol sur la base d'une étude qui a été faite sur une de nos propriétés en production, donc pas un domaine expérimental, hein, un domaine qui doit faire du raisin à la fin de l'année, mais qui essaie de s'intéresser à ça et grâce à l'appui d'une stagiaire que je remercie, Sarah Despalin, du coup qui était en stage avec nous pendant une année. Donc, pourquoi le microbiote c'est un sujet qui est en vogue, on le voit bien dans le monde de la recherche, hein, au vu de toutes les interventions que vous avez faites aujourd'hui. Mais au sein des équipes techniques, aussi, on en parle, tous mes directeurs, responsables techniques, à chaque réunion, on commence à parler de microbiote, on s'interroge. C'est un outil, un indicateur qui nous a présenté comme hyper intéressant pour évaluer la fertilité de nos sols, pour essayer, un indicateur qui serait assez sensible, réactif, et sur lequel, a priori, les laboratoires et la recherche nous disent qu'ils font pas mal de progrès. Et résultat, nos équipes, elles ont aussi envie de mobiliser ces outils. Mais il y a une question qui reste un peu pour nous du côté du terrain, c'est est-ce que, ok, la recherche travaille beaucoup dessus, on fait beaucoup de progrès, mais est-ce que ces outils sont déjà prêts pour qu'on en faire des vrais outils de pilotage de nos pratiques agronomiques sur le terrain? Est-ce que, de la même manière qu'on utilise des analyses foliaires ou des suivis du taux de matière organique, est-ce que ce sont des outils de la décision pour moduler nos pratiques agronomiques? Donc ça, on a essayé d'y réfléchir avec le cas d'un projet. Donc pour vous recontextualiser, on est au massif de sur le domaine du Mas 9, donc situé entre le massif de la Gardiole et le bois des Aresquets, donc une zone Natura 2000. On a 80 hectares de vignes, d'un seul tenant, dont 30 hectares plantés en vigne, avec un gros îlot central de 6 hectares, donc bio et HVE. Et on a un projet agroforestier qui a été initié au départ grâce à la chaire Agro6 et qu'on a perpétué, qui a été initié en 2022. L'objectif, c'est de reconstruire la trame fonctionnelle, des trames fonctionnelles écologiques vertes et bleues à l'échelle de l'ensemble de la propriété au fur et à mesure de la restructuration. Donc dès qu'on replante, maintenant, on replante avec un système agroforestier un peu innovant. Innovant parce qu'on ne l'avait pas vu encore ailleurs et les équipes ont choisi de le nommer vitiforesterie inclusive. Donc plutôt que des haies linéaires comme on le voit souvent dans les modèles agroforestiers, là ils ont essayé de réfléchir à un autre modèle. Donc on a un bosquet intraparcellaire que vous voyez en haut à droite. On a une haie linéaire qui fait la transition et un réseau d'arbres isolés tous les 30 mètres. Pourquoi? Parce que les viticulteurs, les arbres, ça leur fait un peu peur, donc ils pensent mécanisation. Il fallait qu'il y ait quelque chose qui soit compatible avec nos pratiques mécanisées, et là, on y arrivait. On a moins de linéaires d'entretien, parce que plutôt que de devoir entretenir chaque côté des deux haies, finalement, on a juste les côtés du bosquet et les deux côtés de la haie. Et on avait une possibilité de mettre des arbres de haut jet qui font un peu peur, les grands arbres, parce qu'on se dit qu'ils vont plus concurrencer la vigne. Là, au milieu du bosquet, c'est assez loin des premiers rangs de vignes, donc ça semblait moins effrayé, en tout cas, les responsables techniques. Sur ce domaine-là, du coup, on a voulu mener cette étude sur une parcelle qui a été plantée en 2023, donc la parcelle expérimentale Fournay. Donc elle a été plantée en respectant ce modèle sur 2 hectares. Donc on a le bosquet central de 45 x 25 mètres, une haie intraparcellaire de 85 mètres et un réseau d'arbres isolés. Et l'objectif, c'était un peu sur la première année de plantation de cette parcelle et des arbres, c'est de faire un peu un point zéro de l'état de cette parcelle, donc les états de la faune, de la flore, mais aussi de la biodiversité des sols, donc de la microbiologie des sols. Le but, c'est qu'une fois que les arbres auront poussé, on pourra comparer ces résultats initiaux aux nouvelles données qu'on aura pour essayer d'évaluer si on a un impact de ce système vitiforestier sur pas mal de paramètres, mais en particulier la microbiologie des sols, voir si les deux types d'infrastructures qu'on a testés, le gros bosquet central et les haies, ont des effets qui seront différenciés, évaluer si on a un effet de distance des arbres et aussi choisir des indicateurs à suivre. Donc ça, c'était le travail de Sarah sur l'année 2024. Donc, Sarah, elle a commencé par essayer de nous faire un zonage de la parcelle, notamment pour essayer d'avoir l'effet de distance. Donc, on a eu une zone égale 3 interrangs, 3 zones qui ont été déterminées, proches, intermédiaires et éloignées. On a essayé de mettre en place un protocole aussi rigoureux qu'on pouvait avec nos contraintes de terrain. Donc, on a une homogénéisation des échantillons, chaîne du froid respectée, analyse sous moins de 6 heures. À noter quand même
qu'on n'a pas pu faire de duplicat analytique pour des raisons budgétaires, hein, donc à considérer sur les analyses d'ensuite. Et du coup, au total, 24 points de prélèvement à 0 à 20 cm de sol. Objectif, vraiment, essayer de voir si on avait déjà une variabilité initiale des analyses microbiologiques. Donc ça, c'était les détails de l'échantillonnage. Pour les méthodes analytiques, on s'est pas mal cassé la tête. On allait discuter avec des chercheurs, on allait discuter avec des laboratoires. Ils nous ont parlé plein de méthodes différentes qui, a priori, évaluaient toutes des composantes, chacune un peu particulière de la biodiversité des sols. Résultat, on n'a pas trop réussi à choisir, donc on en a pris 3. Donc c'est celle du milieu. Donc on a fait de l'extraction d'ADN pour estimer la biomasse microbienne, de l'ATP-métrie pour estimer l'activité instantanée et de la cytométrie de flux pour essayer de dénombrer les nombres de micro-organismes et comprendre mieux les structures communautaires. En plus, on a fait des analyses physico-chimiques pour vérifier que les paramètres du sol étaient homogènes sur la parcelle, sur nos différentes zones, et des tests complémentaires, ceux-ci parmi d'autres. Donc ouais, ça c'était un peu la comparaison qu'on essayait de faire au tout début, nous, parce qu'on essaie de comprendre un peu ce que chaque analyse va nous permettre, et on comprenait qu'on allait avoir des données un peu différentes, donc des charges, des vitalités et du dénombrement de micro-organismes. Et du coup, cette étude initiale, savoir l'état initial de la parcelle et savoir si elle était homogène avant tout effet des jeunes arbres, parce qu'ils venaient juste d'être plantés. Résultat, alors je reprécise que c'est extrait des travaux de Sarah Despalin et que mes connaissances en stats commencent à dater, donc un peu de clémence s'il vous plaît si je raconte des bêtises. Donc pour ce qui est des analyses physico-chimiques, là on était assez rassurés, on avait une homogénéité que Sarah a pu démontrer sur l'ensemble des zones étudiées. Donc déjà, ça veut dire qu'on n'a pas trop de différence, on n'avait pas de différence sur les paramètres physico-chimiques, donc si on allait voir ensuite des paramètres biologiques différents, ça ne pouvait pas a priori être corrélé à des différences physico-chimiques. Pour ce qui est de la quantification d'ADN, donc oui, je le redis, hein, nous on n'a pas fait de répétition pour des questions budgétaires, on n'a pas quelque chose vraiment de très lisible qui en ressort. Hein. Nous, c'était un peu compliqué d'essayer d'interpréter ça côté terrain. Donc, pas des vrais effets gradients par rapport à la distance qui a été révélée. Donc, des données de microgrammes d'ADN par gramme de matière sèche, donc on ne savait pas trop quoi tirer parce qu'on n'a pas trop de référentiels sur lesquels se baser. Mais des chiffres, des premiers chiffres qui nous donnaient des informations. Et en gros, une grosse variabilité à l'échelle de la parcelle, alors que normalement, il n'y a pas encore d'effet précoce des arbres. Donc, une variabilité initiale qu'on ne pouvait pas trop expliquer. Sur ce qui est de la vitalité biologique, pareil, pas trop d'effets distance révélés. On avait quand même une différence a priori significative entre la haie et l'inclusion. Donc il y avait une zone proche de l'inclusion, c'est le bosquet. Une zone proche de la haie, a priori, elle aurait trouvé une différence significative entre les deux. Mais bon, pas de grande cohérence non plus. En tout cas, l'ATP, est-ce qu'il aurait déjà réagi d'ores et déjà aux petits arbres qui venaient juste d'être plantés 2 mois avant? On ne sait pas trop. Cytométrie, donc là je vous ai pas remis tous les résultats, mais on a vu une grosse prépondérance du coup des bactéries, donc on était 6,5 fois 10 puissance 7 par gramme, contre beaucoup moins de champignons de l'ordre de 10 puissance 5, qui a un ratio de 152,1. A priori, on nous a dit que c'était un profil méditerranéen assez typique de sols qui ne sont pas très riches en matière organique stable. Tout ça pour dire que bon, je vous présentais des résultats, mais que nous, on a du mal à interpréter, donc on va arriver tout de suite aux limites opérationnelles d'utilisation de ces outils sur le terrain. Alors déjà, les protocoles, on en a pas mal parlé de la période d'échantillonnage, de l'effet du coup millésime déjà, mais aussi des conditions qu'il y avait eu sur les quelques dernières semaines. Donc nous, on avait caractérisé qu'il y avait eu un travail du sol superficiel 10 jours auparavant, on savait si ça avait été irrigué ou non, on savait quel traitement avait été fait, on savait que c'était un printemps particulièrement pluvieux, donc assez exceptionnel dans la région. Ensuite, sur les méthodes analytiques, je pense que vous l'avez compris, on a essayé de tester plusieurs méthodes. On a des données qui en ressortent, mais on a encore du mal nous-mêmes à en tirer des conclusions, même s'il faudra répéter les résultats, enfin les analyses quand les arbres ont poussé pour avoir des comparaisons. Donc on a des méthodes qui ne sont pas vraiment convergentes. On a des coûts élevés pour des propriétés viticoles. Nous, on a envie de faire de la recherche parce qu'on a envie d'améliorer nos pratiques, mais on n'a pas de budget R&D à part entière pour faire tout ça. Donc quand on part sur du 340 € par échantillon pour ces 3 analyses, x 24, ça fait tout de suite un gros budget qu'il faut défendre chaque année si on veut pouvoir perpétuer ces analyses. Et je n'ai même pas parlé de séquençage d'ADN, mais parce que ça montait encore bien plus élevé pour nous. Le fait d'avoir une chaîne froide à respecter les délais d'analyse, le fait qu'on n'ait pas de grille d'interprétation. Donc nous, on se basait un peu sur les bases de données des laboratoires. Ils nous disent, ah oui, vous vous situez un peu près dans la moyenne des sols viticoles qu'on a vus.
avec ce laboratoire-ci, mais dès qu'on change de méthodologie, on ne sait plus trop comment se positionner. On n'a pas encore de grille d'interprétation qui sont disponibles, mises à disposition de la recherche vers les entreprises, et c'est pour ça que ça vous complique un petit peu la tâche pour essayer d'interpréter tout ça. Et du coup, on a une variabilité initiale qui nous masque pas mal de choses, et donc on se dit qu'au fur et à mesure que les arbres vont pousser, il y aura peut-être des choses qui vont bouger, mais on ne saura pas trop comment les expliquer. Donc, besoin d'un positionnement clair de la recherche et des laboratoires pour que nous, ensuite, on puisse essayer de mobiliser ces outils. En termes de perspective, Sarah, ce qu'elle nous a proposé, c'est de continuer un suivi annuel, donc ATP, matière organique et CEC, et de répéter les audits un peu plus approfondis avec l'ADN et la cytométrie tous les 3 ans. Et on n'a pas encore fait tout ce qui est microbiote du raisin parce qu'on n'avait pas encore de raisin, la parcelle était trop jeune, mais c'est prévu qu'on commence à étendre cette étude jusqu'au vin. Donc difficile de conclure pour l'instant des effets de la vitiforesterie, il va falloir attendre que les arbres poussent et ça va prendre un petit peu de temps. Et se baser juste sur une parcelle vitiforestière, ça ne nous semble pas non plus parfaitement cohérent. Donc on va répliquer le modèle, on plante une nouvelle parcelle en agroforesterie l'année prochaine et on essaie de se mettre en réseau avec d'autres vignobles de notre groupe, mais aussi d'autres vignobles externes pour essayer de structurer un réseau sur lequel on pourrait répéter ces protocoles. Donc message clé, c'est que le microbiote, c'est hyper intéressant, ça intéresse beaucoup les équipes terrain. On voit que la recherche travaille beaucoup dessus, mais là, tout de suite, pour l'instant, nous, on ne le voit pas comme un outil opérationnel utilisable pour orienter nos décisions. On continue, on continue à travailler là-dessus parce que les équipes, c'est pas grave, elles ont envie de continuer, et même quand on se trompe, on apprend quand même des choses. Donc on continue de travailler là-dessus, mais on a besoin vraiment d'une coopération recherche-terrain pour pouvoir avoir des protocoles stabilisés, des référentiels et des interfaces de recherche-terrain. Et je vous ai laissé le rapport de stage de Sarah avec toutes les infos statistiques, etc., pour que vous regardiez sur le QR code. Merci.